Tu te rappelles le petit chef? Non. Tiens, goûte. Je pense que c'est le moment idéal pour rappeler que si le titre de cette sous-partie de l'émission s'appelle « Ces dessins animés-là dont personne ne se souvient sauf moi », c'est parce qu'il n'y a pas 36 000 façons de détourner le titre d'une émission qui s'appelle « Ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne », de manière à exprimer le fait que cette fois-ci, on va parler de dessins animés plus anciens que ceux qu'on traite d'habitude. Je ne suis pas complètement ignare, je regarde Le Joueur du Grenier moi aussi, et loin de moi l'idée de manquer de respect au grand homme, je vous rappelle que la dernière fois que je l'ai dessiné, c'était en Jésus. Je ne suis pas la seule à me souvenir du petit chef. Et ceux qui s'en souviennent exactement pour ce qu'il y a à se souvenir, étant donné que c'est quelque chose d'assez difficile à oublier. Il a enduit chaque tranche de viande d'un peu de matière grasse. Et ensuite, il laisse ça superposer. Voilà pourquoi il est aussi juteux. Mais d'une part, si je veux mener une réflexion complète sur les séries de mon enfance, quand vous étiez pas nés, je ne peux vraiment pas faire l'impasse sur cette gemme qui cristallise le meilleur du pire de cette époque. D'autre part, je crois avoir 2-3 réflexions personnelles à faire sur cette série que personne ne fera à ma place. En outre, la ligne éditoriale de cette sous-partie de l'émission, c'est des séries des années 80 ou antérieures, encore appréciables maintenant, malgré le fait d'être si anciennes. Et appréciable, Dieu sait que cette série l'est. Plus que je n'ai été capable de l'apprécier à l'époque où je la voyais à la télé. Pourtant, assez curieusement, même à l'époque, j'y ai été étonnamment réceptive par rapport à ce qui étaient mes desiderata habituels de spectatrice. Je vous parlais dernièrement de mon incapacité à apprécier la parodie avant de regarder Pokémon avec mon père. Disons-le tout net, je n'ai pas toujours été le prodige intellectuel que vous avez sous les yeux. Il y a énormément de choses auxquelles j'étais hermétique étant enfant. La caricature en était une. Rien ne me blasait plus qu'un épisode du collège Foufoufou, Nicky Larson m'embarrassait profondément, Ranma 1/2 me saoulait, et ce que j'aimais particulièrement dans les Chevaliers du Zodiaque, c'est qu'il n'y avait quasiment jamais de moment où les personnages se mettent à grimacer et à être ridicules. Quasiment. Pourtant, il y avait de temps en temps une série pleine de moments exubérants et grimaçants, et que je prenais malgré tout plaisir à regarder. Des séries que, devenue adulte, j'ai envisagé de revoir, alors que ça me serait jamais venu à l'esprit de revoir un collège Foufoufou. Et parmi ces séries, il y avait Le Petit Chef. Je me souviens pas à quel point j'étais consciente que c'était une série humoristique plus qu'une série sur la cuisine. Ce dont je suis sûre, c'est que je ne riais pas spécialement aux éclats en voyant le méchant de l'épisode avoir des hallucinations tellement la sauce qu'il avait goûtée était bonne, mais je me souviens d'avoir expliqué désinvoltement et pas gêné le moins du monde à un adulte qui était près de moi à ce moment-là, que c'était ce qui arrivait à ce personnage quand il mangeait un plat qu'il adorait. Alors que, vraiment, quand les personnages des autres animés se ridiculisaient, j'étais gênée. J'étais pas gênée par cette série. Fidèle à moi-même, je riais pas pour autant. Par contre, je me laissais happer par l'enthousiasme des protagonistes, en dépit de la façon psychédélique dont cet enthousiasme était exprimé. Est-ce parce que c'était de la cuisine ? Très probablement. Est-ce que c'était parce que le héros, lui, ne perdait absolument jamais sa dignité ? Très probablement aussi. Quoique... Était-ce parce que, si over the top que puissent être les réactions des personnages, elles n'étaient perçues comme ridicules par personne dans l'histoire ? Peut-être, j'en sais rien au fond. Ce qui est sûr, c'est que cette série ne m'a pas autant rebuté que les Gugu et autres muscleman qui occupaient l'espace télévisuel alors. Et que, pour une série autoparodique, me plaire à cette époque est une performance en soi, une performance qui mérite d'être relevée. La série nous raconte donc l'histoire de... alias Thomas Agosti dans la VF, Boris Denis a presque le même nom, surnommé donc le petit chef, qui, du haut de ses 14 ans, oui, on n'y croit pas trop avec son design, mais 14, je vous assure, consacre ses activités extrascolaires à inventer des nouvelles manières toutes plus improbables les unes que les autres de faire la cuisine. Ses plats sont si appréciés que sa restauratrice de mère lui a confié la responsabilité de nourrir ses clients. Non pas par volonté d'avoir de la main-d'œuvre gratuite, quoique, mais parce qu'il faut encourager les vocations. Thomas est repéré par un célèbre gastronome, chef d'une association de cuisiniers de renommée nationale et internationale, qui veut le recruter comme chef de secteur pour une de ses succursales. Et rien. Thomas refuse,
Et jusqu'au stade où j'ai été obligée d'abandonner le visionnage faute d'épisodes en VF, il refusait toujours. Son objectif est uniquement de continuer à faire ses expériences culinaires dans le petit restaurant de quartier de sa mère, entouré de ses amis et voisins. Ce statu quo n'évolue pas et si jamais il finissait par évoluer dans la partie de la série que je n'ai pas vue, ce serait tout de même un peu tard pour considérer le recrutement de Thomas par l'association de gastronomes qu'il a repéré comme le fil rouge de la série. Mais alors, Jamy, ce fil rouge, quel est-il ? Eh bien, c'est très simple, Fred. Ce fil rouge, il n'est pas, tout simplement, rien du tout, que dalle, nada. La série essaiera bien de nous feinter par moments en introduisant un ou deux rivaux récurrents, mais ce n'est que de la poudre aux yeux. Il ne s'agit pas pour Thomas de devenir quelque chose, il est déjà ce qu'il veut être. Il ne s'agit pas non plus de rester ce qu'il veut être malgré les tentatives du reste du monde de le changer. S'il lui arrive de croiser des corrupteurs de temps à autre, ça ne dure jamais plus d'un épisode. Et il n'a pas à faire beaucoup d'efforts pour échapper à leur influence qui glisse sur lui comme l'eau sur la plume d'un canard. La série est une succession d'un ou deux épisodes, c'est rarement plus long, ayant toujours la même structure. Thomas se rend sous un prétexte quelconque dans un endroit, découvre un problème qui ne pourra se résoudre que par un concours de cuisine, il goûte la cuisine de son concurrent, constate qu'elle est très bonne et rentre chez lui faire des expériences. La première étape consiste généralement à percer le secret du rival, pour ensuite ne pas le copier et partir dans complètement autre chose. Notre héros trouve rapidement une base pour sa recette, mais il y a toujours un petit truc qui cloche et qu'il faudra résoudre. Il cogite jusqu'à la dernière nanoseconde et in extremis juste avant le concours a l'idée du siècle pour parachever son plat. En général parce qu'un élément banal de sa vie quotidienne lui aura apporté la révélation qu'il attendait. Le concours arrive et par pur hasard, le rival passe en premier systématiquement. Nécessité scénaristique oblige, mais si la série pouvait éviter de rappeler que les ordres de passage sont tirés au sort dans ces concours et que Thomas a juste toujours la malchance de tomber en dernier, ça serait plus facile d'oublier ce que cette récurrence a de peu crédible. Bref, le rival passe en premier, il a perfectionné sa recette depuis la dernière fois et tout le monde se répand en compliments sur lui. Thomas passe en deuxième et son plat est d'apparence bizarre ou banale. Puis d'un seul coup, Thomas révèle le mode d'emploi de son œuvre, car il y en a souvent un, et les jurés trouvent ça tellement génial qu'ils goûtent et envoient des éléphants roses tellement c'est bon. Parfois, le rival goûte à son tour, à son propre bad trip, et soit il abandonne le concours de lui-même, soit il reconnaît sa défaite, et ça, il le fait en général qu'il ait goûté le plat du petit chef ou non. Résolution du problème du jour, et tout le monde est content, et à l'épisode suivant, Thomas découvre le problème du jour suivant, et la même situation se répète indéfiniment. Oui, il y a une continuité, bien sûr, mais il pourrait ne pas y en avoir que ça changerait pas grand-chose. Que le héros réutilise les acquis des épisodes précédents est plus l'exception que la règle, étant donné qu'à chaque fois, la situation du jour est tellement inédite que les acquis des épisodes précédents n'y serviraient de toute façon pas. J'insiste beaucoup sur le fait qu'il n'y a ni progression ni fil rouge parce que je pense que vous allez avoir du mal à me croire. En effet, c'est assez inattendu de la part d'une série sur la compétition culinaire. En fait, sur la compétition tout court. On s'attendrait à ce qu'il y ait un objectif du style « Je veux être le meilleur de tous les dresseurs ». Et de fait, l'un des rivaux les plus récurrents de Thomas, Mathieu Lafourchette, oui, a bien ce type d'objectif. Il veut ouvrir sa propre chaîne de restaurants et devenir un chef de renommée mondiale. Ça, c'est bien le type d'enjeu qu'on s'attendrait à ce que la série ait, non ? Ce Mathieu, en dépit de son design démoniaque et de son croc qui dépasse de sa bouche et qui est reproduit sur sa veste, devrait être le héros de l'histoire. Et Thomas, qui est déjà tout ce qu'il veut être et a déjà tout ce qu'il veut avoir, devrait juste être un des personnages qu'il affronte au cours de sa progression. Et non, la série ne suivra pas Mathieu mais Thomas. Est-ce dans le but de parodier le genre, un peu à la façon de Pokémon ? Je crois pas. Il n'y a aucune emphase sur l'immobilisme de Thomas. Et croyez-moi, cette série n'a absolument pas peur de mettre de l'emphase quand elle veut. C'est présenté comme une attitude normale, et je dirais même saine. Moi qui ai l'habitude de m'énerver quand on change des choses qui fonctionnaient parfaitement bien, juste pour le plaisir du changement, je ne contredirais pas cette assertion. Mais je le répète, dans une série sur la compétition, c'est assez inattendu. Étant donné que toutes les personnes un peu cotées qui entrent dans le restaurant de Thomas en critiquent l'état et la décoration, on pourrait croire qu'il aurait pour objectif de gagner assez d'argent pour l'améliorer, ou de travailler dans un endroit plus prestigieux, ou au moins de rendre son restaurant assez célèbre pour qu'on vienne y manger du monde entier malgré la déco. Mais non,
La situation de son restaurant est comme celle de sa cuisine. Elle est telle qu'il la veut et il n'a pas l'intention que ça soit autrement. En conséquence, il n'a rien à obtenir et comme personne ne menace réellement ce qu'il possède déjà, même s'il y en a qui essayent, il n'a même pas besoin de se battre pour préserver son statu quo. La vérité, c'est qu'on n'est pas dans une série sur la compétition. Ni même une parodie de série sur la compétition. On est dans une série de super-héros. Si. On suit le quotidien d'un personnage qui occupe son temps à venir en aide à des restaurateurs au bord de la faillite, ou à apprendre l'humilité à des prétentieux que la certitude d'avoir du talent a rendu tyrannique et irrespectueux d'autrui. C'est une histoire de redresseur de tort qui pallie les injustices mais ne cherche pas à changer le monde. C'est une histoire de super-héros. Ne sautez pas! Arrêtez! Bon, si vous préférez une histoire de Magical Girl au sens Gigi du terme. Vous voyez, il y a même la scène de transformation. Évidemment, chaque histoire du jour implique une compétition. Et chaque mini-arc aura des caractéristiques de série sur la compétition. Mais ça n'ira pas plus loin. Et comme j'ai dit, si ça finit par aller plus loin dans les parties que je n'ai pas vues, alors c'est un aspect des choses qui commence trop tard dans la série pour qu'on le considère comme une de ses caractéristiques générales. D'ailleurs, d'après Planète Jeunesse, la série a rapidement lassé son public en France à cause de sa répétitivité, ce qui est bien dommage. Sinon, vu qu'on parle des compétitions, les enjeux des compétitions sont en général bien plus précis qu'on s'y attendrait. Et bien moins sérieux. Bien que j'ai déjà dessiné le joueur du grenier en Jésus, il m'est arrivé à diverses reprises de me plaindre de sa mauvaise foi en ce qui concerne les dessins animés, sur des détails comme la fin inexistante de Sonic le Rebelle, ou le fait que, soi-disant, les 95 épisodes de Code Lyoko soient tous des épisodes d'escorte. Mais concernant ce qu'il dit sur le petit chef... Tout est vrai. Absolument tout. Oui! Le premier défi posé à Thomas en ce qui concerne les spaghettis consiste à percer le mystère du temps de cuisson inscrit au dos du paquet. C'est juste que lire le dos du paquet c'est trop ringard, et qui n'envisage pas que si les autres chefs préfèrent goûter leurs spaghettis plutôt que de retenir depuis le temps combien de temps ça leur prend pour cuire, c'est sans doute parce que la durée varie subtilement d'une marque sur l'autre, ou d'une date de fabrication sur l'autre, ou en fonction de la température ambiante, de l'hygrométrie et de la pièce dans laquelle on se trouve. De fait, pour faire de Thomas un génie qui pense aux solutions auxquelles personne n'a pensé, il est souvent indispensable d'empêcher le rival de penser aux solutions les plus évidentes, fût-il un chef réputé. Toujours est-il qu'une fois l'enjeu pragmatique réglé, il en vient un deuxième. Créer une recette qui soit subjectivement meilleure que celle du rival. En général, il s'agit de se démarquer en créant une recette originale pendant que le rival excelle dans une recette classique. Du coup, les recettes des rivaux sont toujours très réalistes. Fréquemment, par contre, leur préparation nécessite plus d'efforts. Et Thomas, en contrepartie, fera preuve d'un grand pragmatisme pour arriver au même résultat de manière plus facile. D'une manière générale, la lutte qui oppose Thomas à ses cuisiniers est la lutte qui oppose le luxe et la tradition à la simplicité pratique et l'art d'aller à contre-courant. En fait, Thomas est un militant anti-snobisme. Il s'oppose à une vision aristocratique de la gastronomie et veut avant tout faire une cuisine populaire. Du coup, ces recettes sont souvent des gadgets plus que de vraies recettes. Non seulement l'apparence est souvent rebutante et pour le moins inhabituelle, et c'est en goûtant qu'on réalise que c'est bon, mais comme j'ai dit, il faut en général suivre le mode d'emploi donné par Thomas pour déguster dans des conditions optimales. Sur les concours eux-mêmes, il y a deux choses qui m'interpellent particulièrement. La première, c'est que la notion d'arbitre neutre n'existe pas parce que personne n'est de mauvaise foi dans cet univers. Thomas parie son restaurant qu'il battra Mathieu à un concours. Même s'il est dans l'intérêt du futur bénéficiaire du pari de donner la victoire à Mathieu, il ne le fera que si le plat de Mathieu est meilleur que celui de Thomas. Alors même qu'on a présenté le personnage comme impitoyable et véreux. Expulser des gens de chez eux pour pouvoir construire des immeubles modernes, pas de problème. Mais manquer d'intégrité en tant que jury d'un concours de cuisine, c'est juste hors de question. Et s'il y a ballottage, vous croyez qu'il va sauter sur l'occasion de favoriser le candidat qui défend ses couleurs ? Non, il cherche vraiment une raison objective de départager. De temps en temps, quand le scénario s'en rappelle, quelqu'un évoque la nécessité de choisir un jury impartial. Ou quelqu'un essaye de tricher en faisant nommer ses amis, mais ça marchera jamais, parce que le jury fera toujours son devoir correctement. La seule exception, c'est la fois où un juge parfaitement neutre préfère donner la victoire à la personne qui a eu le courage de participer malgré son manque de talent, plutôt qu'à celles qui ont compté sur leur talent mais ont cuisiné sans amour ou un truc du genre. Ceci dit, on rigole effectivement pas avec la cuisine dans cet univers.
Faut voir la scénographie qu'on nous déploie juste pour un petit concours improvisé et interne à l'association de gastronomes réunis. Je veux voir comment les compétitions officielles arrivent à battre ça. La deuxième chose qui m'interpelle avec les concours, c'est que Thomas est le seul dans toute la partie de la série que j'ai vue à être mauvais perdant. Battu, le rival est toujours ravi. Parce que la défaite lui a permis de se remettre en question et de devenir une meilleure personne. Bon, son caractère odieux lui vient souvent de l'image excessivement positive de lui-même que ça lui donne d'être doué en cuisine. Mais tout de même les super vilains corrompus au-delà de toute rédemption savent accepter une défaite avec dignité. Même celui qui avait nommé ses amis membres du jury pour gagner admet sa défaite sereinement. Alors qu'à la base, il voulait tricher. Ça la fout mal quand le seul personnage qui conteste la décision du jury, c'est le héros lui-même. La série étant ce qu'elle est, il est peut-être un peu vain de présenter ses personnages. Mais il serait quand même judicieux que je vous le présente un peu, ce mauvais perdant qui nous sert de héros. Comme je l'ai déjà dit, culinairement, c'est déjà un adulte accompli. Le générique français sous-entend que Thomas doit devenir le grand chef après avoir été le petit chef, mais il n'est un petit chef que parce qu'il est de petite taille. En réalité, il est déjà un grand chef. Vous avez raison, je fonde de grands espoirs sur le petit Thomas. D'ailleurs, je ne devrais pas l'appeler petit. Son âge n'a aucune importance, c'est déjà un très grand cuisinier. Et au final, il n'y a pas forcément qu'en matière de cuisine qu'il est déjà un adulte. Je vous aiderai à remonter la pente. On va faire mieux que votre concurrent. Je te rappelle que tu dois aller à l'école, Thomas, et tu ne peux pas t'absenter pour aller aussi loin. Ouais, il va à l'école. N'empêche qu'il se conduit avec les adultes comme s'il était leur égal et a le même ascendant sur eux que s'il était adulte. Il a peut-être un caractère impulsif et exubérant, il est assez imbu de lui-même, mais ça semble être plus son caractère que des travers de sa personnalité dus au fait qu'il est encore enfant. On croise peu d'adultes qui fassent preuve de plus de maturité que lui. Et sachant que le fait d'être imbu de soi pousse la plupart des autres personnages à se conduire en connard fini et pas lui, on peut dire qu'il est tout de même plus mature que les adultes qu'il affronte. Bon, sa conduite n'est pas irréprochable non plus. Il se montre parfois odieux avec la camarade de classe qui donne occasionnellement un coup de main à sa mère pour le restaurant. Vérité fausse numéro 2 oblige. Mais il n'en est quand même pas à jeter violemment ses clients à la porte quand ils ont une tête qui lui revient pas. En tout cas, il n'y a aucune raison de penser qu'une fois adulte, il sera une personne différente de celle qu'il est maintenant. Il sera sûrement le même, mais avec une taille d'adulte. Le fait qu'il soit enfant n'a d'intérêt scénaristique que dans la mesure où ça amène ses rivaux à le sous-estimer, et n'a d'intérêt esthétique que dans la mesure où ça promet aux jeunes spectateurs que la valeur n'attend pas le nombre des années et qu'on n'a pas besoin d'attendre de devenir adulte avant d'amener les jurés à un niveau d'extase qui invoque Shenron. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas l'histoire d'un apprentissage. C'est l'histoire d'un être accompli qui résout des problèmes du jour parce qu'il est accompli. Sans nécessité aucune, il y a une raison scénaristique au fait que le personnage n'ait pas l'intention de changer son statu quo. Son restaurant, l'auberge... Oui, son restaurant s'appelle juste l'auberge. Quand je dis qu'il a l'intention de rester simple, son restaurant, l'auberge donc, une petite gargote sans prétention dans un vieux quartier qui fait très Japon traditionnel, destiné à servir de la cuisine de qualité à prix abordable pour la population la plus ordinaire, était le projet de son père, mort quand il était encore petit. Et Thomas compte bien que ce projet dure longtemps, même après la mort de son père. Il fait donc ce qu'il faut pour et y arrive très bien. Sa mère est partenaire de ce projet. Partenaire, pas mentor, et l'aide par ses conseils comme le ferait une assistante, pas tellement comme le ferait un guide. Les défis du jour consistent en général à préparer un plat qu'il n'a encore jamais eu l'occasion de faire et qui doit trouver comment faire. Mais il s'agit en général de trouver la solution d'une énigme en se servant de ses capacités habituelles. Et il est assez rare qu'ils doivent acquérir une compétence pendant l'épisode. À vrai dire, le seul exemple que je trouve est un épisode assez tardif où un maître coutelier lui apprend à respecter son outil de travail, ce qui sort de nulle part, puisque ses outils de travail, il a toutes les raisons de les respecter. À l'instar de tout le reste, il les tient de son père. Mais à moins de devoir lui retirer en début d'épisode une capacité qu'il avait jusqu'à présent, à la manière dont Takuya est traité par les scénaristes dans Digimon Frontier, il n'a rien à apprendre. Du coup, toutes les discussions sur l'avenir de ce personnage sont un peu vaines et sonnent bizarrement quand elles viennent. Et toi, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as déjà pris une décision pour tes études? Mes études? Ah oui, soit tu continues l'école comme tu le fais maintenant et tu travailles au restaurant le soir afin plus tard d'avoir un bon niveau de culture générale. Et comme ça, lorsque tu auras ton diplôme, tu pourras entrer dans une grande école de restauration. Soit tu quittes l'école et tu renonces à la cuisine. Alors, qu'est-ce que tu as décidé de faire? La vie active ou les études? Bon, ce discours n'a aucun sens. Supposons que le gastronome s'est trompé et a voulu dire « tu arrêtes l'école et tu te consacres à la cuisine » et non pas « tu renonces à la cuisine ». Et sinon, c'est quoi ce délire? Obtenir un diplôme pour travailler dans un grand restaurant? Pourquoi?
Il a déjà son restaurant, et il n'en veut vraiment pas d'autre. Si encore l'argument c'était que les études c'est mieux pour le développement personnel. Mais là, on dirait que le dialogue s'est trompé de série. Bon, c'est peut-être pas juste dû au sujet si ça sonne bizarrement. C'est-à-dire que... Oh, tu t'es coupé le doigt. Mais ce n'est pas grave, c'est le métier qui rentre. Oh. J'ai l'esprit mal tourné. C'est tout à fait innocent ce genre de geste d'un adulte avec un enfant. Sauf que, outre le fait que la voix française rend les choses encore plus cheloues, comme je disais, Thomas n'est pas réellement un enfant et sa relation avec cet homme n'est pas celle d'un enfant et d'un parent, fût spirituelle. C'est... space. Quoi qu'il en soit, attardons-nous sur cet homme, Gaspard Savoureux. Cet homme s'appelle Gaspard Savoureux, un nom prédestiné pour un fin gourmet. Et il défend depuis des années la tradition de la grande cuisine dans tout le pays. Pour ce que j'en sais, le fait qu'il ait un nom prédestiné est un ajout de la VF. En tout cas, son nom en VO mis dans Google Trad ne renvoie à rien, mais ça peut être parce que Google Trad n'est pas une référence. Vu la mauvaise volonté que met cette VF à nommer ses personnages... Est-ce que tu serais d'accord pour que mon ami vienne habiter quelques jours dans notre maison? Tu peux aller réveiller mon ami, je voudrais lui montrer quelque chose. Il est bien entendu que si ma cuisine vous plaît, vous reprenez mon ami à votre service. On peut déjà s'estimer heureux qu'elle lui en ait donné un de nom. Fut-il ridicule? Mais bon, dans une série avec des Mathieu Lafourchette et des Jackie Lamitaine, on n'a pas de raison de tiquer sur un Gaspard Savoureux. Sauf dans la mesure où, avec un design aussi classe, on s'attendrait à ce qu'il ait un nom très sérieux. Eh bien, mettons-nous ça en tête une bonne fois pour toutes, il n'y a rien de sérieux dans cette série. Avec sa coupe de cheveux de la mort qui tue et son grand habit traditionnel, le Gaspard Savoureux y verra des éléphants roses en même temps que tout le monde quand il mangera à la cuisine du petit chef. Et il n'aura pas dans la série un rôle aussi défini qu'on pourrait s'y attendre. Ses objectifs dans l'intrigue sont assez clairement exposés. Il voudrait que Thomas rejoigne son association et prenne la direction d'un de ses départements. Thomas refusant et s'obstinant à refuser, jaloux qu'il est de son autonomie, Gaspard respectera ce refus, mais continuera quand même à lui tourner autour afin qu'il continue à fréquenter les membres de son association et à stimuler leur créativité, soit en leur lançant des défis. À mon avis, l'âge n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de progresser. Pour ça, rien de tel qu'une bonne petite compétition. Soit en les inspirant par son exemple. En conséquence, Gaspard Savoureux est juste une personne auguste présente dans le public, à la rigueur instigatrice de la rencontre entre Thomas et son rival du jour, mais qui ne lui apportera ni enseignement, ni aide. À première vue. Même s'il refuse de l'admettre devant témoins, Thomas est très fier de l'intérêt que Gaspard Savoureux lui porte. Et s'il est pris de découragement, ce n'est pas toujours l'image de feu son père qui lui apparaît en fantôme de Jedi, mais quelquefois Gaspard Savoureux. Bref, Thomas n'a pas besoin de Gaspard pour être le petit chef, mais ça lui fait quand même bien plaisir de l'avoir. Et donc... et rien. Pas de progression, c'est pas d'évolution psychologique ou relationnelle chez les personnages. À l'instar de la situation professionnelle de Thomas, la relation de Gaspard et Thomas ne va jamais plus loin que ce que je viens de décrire. Ceci dit, étant donné que Thomas n'a pas de but dans la vie, pas de capacité non acquise à acquérir, qui n'est même pas en manque de figure paternelle puisque son père reste très présent dans sa vie à travers son projet, et que parfois même ce père fantôme est un peu trop présent à son goût... J'en ai assez d'être comparé à mon père, ça suffit! On dirait que je n'existe pas pour toi. Il n'y a pas grand-chose que Gaspard pourrait lui apporter. À vrai dire, il ne faut sans doute pas considérer les personnages de cette série comme des personnages. Ce sont plutôt des figures destinées à représenter chacune un aspect du scénario et de la situation. Le héros, l'autorité supérieure qui va valider son statut de héros auprès du reste du monde, la mère/partenaire qui permet au héros d'exposer ses projets, la pseudo-love interest qui s'intéresse au héros mais auquel le héros ne s'intéresse pas, du moins a priori, concentré qu'il est sur sa passion, le sale gosse qui va avoir toutes les réactions à la con nécessaires pour que le héros puisse anticiper ce qui risque de déplaire dans le plat qu'il a préparé, l'adulte comique là pour être comique, bon, je dis pas qu'ils sont pas vivants ou crédibles. En revanche, quelqu'un qui viendra me dire qu'ils ne sont pas très fouillés ni très profonds, je répondrai sans doute, en effet, et c'est quoi le problème ? Chaque personnage récurrent de cette série joue un rôle, et un seul, mais il le joue bien. Bah, mais du coup, Jamie, si on ne regarde pas pour le fil rouge, et si on ne regarde pas pour les personnages, pourquoi regarder cette série ? Eh bien, c'est très simple, Fred. J'ai 3 raisons dont chaque est suffisante seule. Premièrement, la cuisine. J'ai envie de dire, malgré tout, la cuisine. L'art culinaire décrit dans cette série n'est pas forcément très réaliste. Non, c'est pas ça que je veux dire. Vous savez, je ne suis pas une experte en cuisine, mais quand je ne suis pas en train de faire des vidéos sur des dessins animés, j'aime passer un peu de temps sur mes fourneaux pour me préparer mes plats préférés. J'ai retenu 2-3 trucs, pas
grand-chose, mais je trouve ça un peu dingue que les trucs que j'ai retenus, les gens qui font ou traduisent un dessin animé sur la cuisine ne le sachent pas. Alors si vous voulez bien m'accorder quelques minutes pour râler un peu... Très sincèrement, on ne me fera pas croire qu'il suffit d'ajouter des écorces d'orange à un bouillon de ramen pour que le plat puisse être mangé intégralement par un jury déjà rassasié. Saisir la viande, ça ne sert pas à l'attendrir, ça sert à provoquer la coagulation immédiate de la surface afin de lui assurer une certaine fermeté avant le démarrage de la vraie cuisson qui se fait sur feu moins vif. On ne met pas son doigt à la bouche après avoir touché la nourriture et on ne retouche certainement pas la nourriture avec le doigt qu'on a mis à la bouche. La cuisson à l'étouffée dans du jus d'ananas, je veux bien croire que ça attendrit la viande trop dure, mais je vous garantis que pour que ça marche vraiment, il faudrait que la cuisson soit bien plus lente que 5 minutes au micro-ondes. Et ça m'étonnerait franchement que ça s'avère plus efficace qu'une nuit à faire mariner la viande dans le fromage blanc. Quant à passer d'une purée d'aubergine à une aubergine grillée dans la même recette, c'est aberrant. L'aubergine n'a pas du tout le même goût une fois caramélisée. Si la base de ta sauce est censée être de l'aubergine, tu ne la coupes pas dans le sens de la longueur pour la griller et en faire un accessoire de décor pour ton plat. Ça ne donnera pas du tout le même résultat que quand tu incorporais l'aubergine à ta sauce, crénom de nom. Pardon, je m'emporte. Donc, je le dis, la cuisine décrite n'est pas toujours réaliste et si vous voulez essayer chez vous, croyez-moi sur parole, commencez par tester un petit échantillon pour vous assurer que ce sera à votre goût, parce que ça donnera pas forcément les résultats décrits dans la série. Mais malgré tout, je vous dis de regarder la série pour la cuisine. Déjà parce que prises isolément, les petites infos qu'on nous donne mine de rien sur la bonne façon d'agencer les plats sont généralement pertinentes. C'est plutôt la façon dont Thomas combine ces éléments par la suite pour en faire la recette finale qui me rend dubitative. Dans l'absolu, entourer la viande de pâte brisée pour la garder juteuse, battre en neige les blancs d'une omelette, mine de rien, tout ça, c'est des bonnes idées. La purée d'aubergine, ça se marie effectivement très bien avec la sauce tomate pour accompagner les pâtes. Il y a régulièrement des petites animations présentées par un gastronome dans une mise en scène façon théâtre, dont le contenu est généralement intéressant. Je reviendrai sur ces petites animations et sur leur mise en scène façon théâtre, mais pour l'instant, retenez qu'elles ont la qualité d'être suffisamment instructives à mon goût. Mais surtout, mine de rien, on apprend des choses sur la gastronomie japonaise. Bon, aujourd'hui, tout le monde connaît la gastronomie japonaise, mais pour la petite fille des années 80 que j'étais, c'était pas du luxe. C'est grâce à cette série que j'ai appris ce que c'était qu'un sushi, et ce, malgré la traduction très approximative des plats sur laquelle je reviendrai aussi. Mais bon, apprendre des choses sur la cuisine japonaise, c'est encore rien, alors je passe immédiatement à la raison principale qu'on peut avoir pour regarder la série. Cette série est drôle. Très drôle. Je dis ça, c'est pas une surprise pour vous, mais je vous assure, on a beau s'y attendre, rien ne prépare au délire psychédélique que peut être un épisode du Petit Chef. L'humour de la série est fondé sur une ambiance, une esthétique basée sur la démesure, qui ne sert à rien de décrire, qu'il faut expérimenter soi-même. Mais étant donné que pas grand chose ne pourra vous gâcher l'expérience une fois que vous aurez coupé cette vidéo et que vous vous serez précipité sur les épisodes disponibles, je vais quand même vous expliquer comment ça fonctionne. Le truc principal, c'est que l'humour ne se présente pas comme de l'humour. Il se présente comme une façon de mettre en scène des émotions qui sont somme toute très sérieuses dans le contexte de l'histoire. Le plat du Petit Chef est meilleur que les autres, c'est un fait, et le désespoir, la colère, la détermination que les personnages investissent dans le concours sont tout à fait sincères. Mais tout ça est présenté de manière outrancière, tellement outrancière que toute colère, tout désespoir, toute extase, si sincère soit-elle, ne peut plus être qu'un gag. Le truc aussi, c'est que quand ça a commencé, ça ne s'arrête pas. Le rival clame haut et fort sa capacité à réussir des bento mieux que Thomas, ça ne s'arrête pas. Il part dans des crises de mégalomanie en vantant son talent pour les bento, ça ne s'arrête pas. Il saute sur le toit des stands et fait des acrobaties comme un singe, ça continue et continue, au-delà de toute rédemption. Et tout fonctionne comme ça, que ce soit les discours de mégalomanie ou les hallucinations dues au plaisir. Avoir des éléments très graphiques pour représenter les émotions, c'est assez courant dans les dessins animés japonais. Mais dans les autres séries, ça dure seulement le temps d'un plan. Le fait que les éléments outranciers durent et durent et durent encore, c'est la spécificité du Petit Chef. Et c'est ce qui fait que ça marche. Mais puisqu'on parle des éléments outranciers, il faudrait que je vous parle du gastronome. Enfin, du connaisseur. Je sais pas trop, la traduction change tout le temps. Le gastronome, c'est ce petit bonhomme à l'air jovial qui vient régulièrement faire les animations façon théâtre dont je parlais tout à l'heure. Comme je disais, les informations factuelles qu'elles contiennent sont suffisamment instructives à mon goût, mais ce n'est pas ce qui fait leur principal intérêt. Ce qui fait leur principal intérêt, c'est que le connaisseur soit comme tout le reste de cette série, excessif. Les scénettes qu'il introduit sont agrémentées d'animations appliquant les personnages en version chibi et des ingrédients anthropomorphisés,
Là, sans doute, pour que le petit spectateur ne s'ennuie pas pendant la leçon. Ce serait déjà drôle en soi, mais le gastronome met un point d'honneur à toujours intervenir au moment où on s'y attend le moins pour expliquer un truc sur lequel on ne se posait pas vraiment de questions. Il lui arrive même une ou deux fois d'intervenir dans l'intrigue, mais dans ce cas, le dessin animé se débrouille pour rendre clair le fait que ce type est une personnification de la gastronomie et pas un vrai personnage. Plus discret et peut-être plus dispensable, comme élément random qui entretient l'humour en apportant des surprises, il y a cette souris un peu grassouillette qui apparaît parfois dans les décors pour faire des trucs un peu bizarres sans rapport avec l'action et des drôles de têtes. Elle ne manque pas quand on la voit pas pendant un moment, mais son passage dans le cadre donne toujours un peu de piment. Bref, oui, la principale raison de regarder, c'est ça, c'est de voir des gens surfer sur des sushis. Mais j'ai parlé de 3 raisons dont chaque est suffisante seule, et je n'en ai encore évoqué que 2. En 3e lieu, après le délire et après les informations factuelles, il y a la répétitivité. Oui, cette même répétitivité à laquelle Planète Jeunesse attribue la perte d'intérêt du public pour la série, je la compte comme une raison de regarder. Je pourrais également la compter comme quelque chose qui vient appuyer l'humour. Mais ce n'est pas son seul effet. Ma série préférée étant Code Lyoko, vous vous doutez bien que cette répétitivité n'a aucune raison de me rebuter. En fait, c'est bien le contraire. Cette répétitivité est reposante. L'intérêt de l'épisode, qu'il soit simple, double ou triple, c'est qu'il suit toujours le même rituel. La scène psychédélique de la fin est l'apothéose de l'épisode, le moment qu'on attend avec impatience, comme la scène de la Wunschpunch ou la devise de la Team Rocket. Du coup, l'intérêt de ne jamais remettre en question le statu quo, de ne pas avoir de fil rouge, de ne pas faire évoluer les personnages, c'est que rien ne viendra rompre cette routine rassurante. Le petit chef marche comme un spectacle de guignol. On sait que les gags vont être ceux qu'on a vus dans les autres spectacles qu'on a vus, et on en rit d'autant plus parce que ça nous rend complices de l'action. Mais parlons un peu de la VF. La VF va bien avec l'état d'esprit de la série, même si je peux pas être très objectif dessus, vu que je ne connais ce délire qu'à travers la VF. Tout s'appelle croquettes. Thomas, 2 croquettes s'il te plaît. Maintenant, mes amis, vous allez me faire le plaisir de goûter ces délicieuses croquettes de poisson que nous venons de fabriquer pour vous. Je sais que le nom des plats japonais est pas facile à retenir, mais franchement, dans le premier épisode, c'est une escalope de porc pané. À la rigueur, on peut appeler ça du porc croustillant. Et les takoyaki, c'est des beignets de poulpe, c'est pas plus compliqué. One Piece, au moins, traduit ça boulette de poulpe, ça dit bien ce que c'est. À ce stade, je m'étonne que les sushis aient échappé au massacre traducteur. J'ai déjà évoqué le manque d'effort de la traduction pour donner des noms aux figurants. On notera aussi le manque d'effort pour traduire les titres des concours, ou tout simplement pour leur donner un titre. On avait l'espoir de remporter le premier prix au prochain concours, tu sais. Ah oui, le fameux concours. Vous noterez d'ailleurs que les voix sont très recyclées d'un personnage sur l'autre. C'est une de ces VF-là. Quoi qu'il en soit, on peut dire ce qu'on veut de cette VF, mais il y a quelque chose qui la rend appréciable. Quelque chose de pas forcément fait exprès, mais de bien tombé. C'est que les acteurs disent leurs répliques sur un ton extrêmement désinvolte, qui contraste avec la tête hallucinée que font leurs personnages. C'est délicieux, c'est vraiment fantastique, c'est excellent, exquis, c'est extraordinaire. C'est ce qu'il y a de plus marquant dans ce doublage, mais je relèverai peut-être aussi quelques choix lexicaux bien cocasses. Je vais faire une sauce dont vous allez me donner des nouvelles, sa perlipopette. Sinon, vous aurez remarqué que ce personnage a un strabisme. Le dessin de cette série n'est pas très beau, mais en même temps, on le lui demande pas. Ah oui, non, certainement pas. La musique, en revanche, est tout à fait bien. Même si en l'écoutant à part, on aurait du mal à deviner qu'il s'agit d'une musique de série humoristique, elle souligne l'humeur de la situation de manière très efficace. Vous aurez remarqué la présence du jingle d'explication dans plusieurs de nos vidéos. Je vous dis pas les galères que Al a eu pour le retrouver. C'était il y a quelques années, et à l'époque, ces musiques n'étaient pas aussi faciles à trouver que maintenant. Pour les récupérer, Al a dû explorer des sites japonais dont il ne lisait pas un mot, et a réussi. Et quand on voit la facilité avec laquelle il aurait pu se le procurer s'il avait cherché aujourd'hui, c'est un peu l'exploit de l'alpiniste qui grimpe une montagne escarpée par sa face la plus abrupte et découvre une fois au sommet que pendant son ascension, on a construit un téléphérique pour y accéder super facilement. Scénaristiquement, à part le côté hyper exagéré des réactions, il n'y a pas tellement d'incohérence. C'est l'avantage de ne pas avoir de fil rouge, ça évite de prendre des risques de ce point de vue-là. Tout au plus, on remarquera que Mario sait déjà que Thomas travaille dans le restaurant de sa mère au moment de leur première rencontre, alors que Thomas ne s'est pas présenté. Ça peut très bien être un ajout de la VF. Quoi qu'il en soit, en général, les histoires tiennent la route, et structure imposée oblige, ont un bon rythme. Bref, une série déjantée et inoubliable qui devrait devenir une référence en matière d'humour et qui mérite qu'on s'en souvienne.